Nous allons pouvoir passer à notre deuxième panel de l'après-midi. Nous allons parler des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, les ESG, en matière de souscription d'assurance et d'investissement. Et je vais me retrouver un peu moins seul puisque j'aurai 2 personnes sur le plateau avec moi et 2 personnes à distance. Et pour ce troisième panel, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Andreas Pollmann, qui est Client Management Executive au sein de Munich Re, une des plus grosses compagnies de réassurance. Vous pouvez l'applaudir, il est ici. You can sit there, far from you. We're going to bring you a mic. Sur le plateau également, c'est Taufer Klashkarhida, la directeur générale de la Maroc Envy. Je vous en prie. Bonjour, c'est Taufer. Comment ça va? Eh oui, ça fait toujours bizarre. Hein, on a gardé la distanciation, on est très loin. En fait, finalement, vous êtes à distance. Hein. Et à distance, pour le coup, Jean Elia, CEO de Sogelife. Monsieur Elia, vous nous entendez? Oui, oui. Ah, votre image est un peu saccadée. Alors, on va essayer de régler ce petit problème. On vous voit, mais vous êtes figé. Donc, on essaie de régler le problème. Et on vous reprend tout de suite. Et avec nous, Mr. David Snyder, VP International Policy of American Property Casualty Insurance Association, l'APCIA. Welcome, Mr. Snyder. Bonjour. Thank you. How are you doing? Very good. Thank I you wish for I were here in person. Thank you for being with us today. On essaie de récupérer Monsieur Jean Elia. Comme j'ai dit, Monsieur Elia, on vous récupère dans quelques instants. Votre image est figée. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est de parler des enjeux gouvernants. Ça fait bizarre de vous avoir si loin. On vous fera comme ça. Hello. Alors, est-ce que vos micros fonctionnent bien? Faites un petit test comme ça, au moins qu'on puisse s'entendre. C'est tout faire? Give it a test. Yeah, thank you. Yeah, thanks. Est-ce qu'on peut nous augmenter un peu les retours pour que je puisse les entendre? Sinon, je vais m'asseoir à côté d'eux. Hein, ça sera plus ça. OK. Thank you. Alors, l'idée, c'est bien entendu de comprendre en quoi les ESG sont extrêmement importants, notamment dans l'assurance vie. Ça, on verra ça avec Monsieur Jean Elia. On rentre dans la notion également de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, des ISR, les investissements sociaux, socialement responsables. On va parler de tout ça. Mais je commencerai par ça, notamment pour la RSE. C'est toujours faire que la responsabilité sociétale des entreprises, qui a été aujourd'hui, qui est une véritable réalité. On se souvient qu'au début, il y avait beaucoup d'effets d'annonce, mais là, aujourd'hui, on se rend compte que toutes les entreprises s'y mettent de manière extrêmement concrète, avec des mécanismes qui sont extrêmement calibrés et supervisés. Pourquoi est-ce que, notamment dans votre cas, c'est toujours faire que la RSE est devenue aussi primordiale? Bonjour à tous et à toutes et merci à la Fédération pour cette invitation. La réponse est simple.
comme vous l'avez déjà dit dans votre question, on n'est plus dans le débat, est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que c'est un centre de coût, donc la RSE est là, c'est une réalité. Je pense que la crise sanitaire aussi est pour quelque chose. On parle beaucoup de digital qui met en avant au moment de la période de crise, mais aussi notre rôle, surtout le secteur d'assurance et le secteur bancaire. Alors notre rôle dans la société et notre dimension RSE, elle est indéniablement maintenant incontestable et même il y a plus des attentes. Donc pour moi, la RSE, elle est primordiale parce que pour moi, c'est aussi un gage de viabilité de et de notre survie à long terme en tant qu'acteur d'assurance, en tant que bancaire. Nous, surtout compagnies d'assurance et surtout compagnies d'assurance vie et non-vie, on opère dans un écosystème qui est de plus en plus exigeant, regardant, et même on va dire qu'il a beaucoup d'attentes à notre égard. Donc aujourd'hui, on va le dire, les parties prenantes, les différentes parties prenantes, en commençant par nos collaborateurs, nos clients, nos distributeurs, le régulateur, nos fournisseurs. Aujourd'hui, la dimension ou le comportement responsable de leurs partenaires assurantiels ou bancaires, c'est un élément de décision dans leur choix. Je peux vous citer d'une manière très concrète un exemple. Je prends juste l'exemple de recrutement des collaborateurs. Je pense qu'il y a quelques années, et on va dire, en tant qu'employeur, plus ou moins, on avait le choix et on a les candidats et on va dire on était seul décideur dans ce choix-là. Date aujourd'hui, et moi je l'ai vécu personnellement, c'est plus le cas. On a en face de nous des jeunes talents qui sont très regardants et on se trouve dans des situations au-delà du package financier. Vous, qu'est-ce que vous allez me proposer? Moi, en tant que jeune, j'ai envie de ne pas passer ma vie à travailler comme mes parents. Moi, je cherche d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Je cherche peut-être dans 4 ans, 5 ans faire un business à titre perso. Je cherche peut-être à faire un tour du monde. Est-ce que derrière, vous, votre société, votre groupe peut m'accompagner de ça, peut me permettre ça? Donc, aujourd'hui, d'une manière globale, et je peux un peu avoir le même raisonnement avec nos clients, nos fournisseurs. On n'est plus dans cette logique d'asymétrie de la relation. On était le seul décideur ou presque le décideur principal. Maintenant, il y a une sorte d'équilibre qui s'est installé entre les parties prenantes. Et d'aujourd'hui, certes, dans le passé, on a plus le choix de choisir nos clients et même nos distributeurs. De plus en plus, maintenant, on est dans une symétrie de relation et nos clients aussi, maintenant, ils nous choisissent sur des critères au-delà de la performance financière, mais par rapport à notre rôle dans la société, dans la protection de l'environnement. Aussi, les fournisseurs d'aujourd'hui, un fournisseur ou un prestataire, il est plus à l'aise, il est plus dans la synergie de la coopération avec un acteur qui a une réputation en termes de responsabilité sociétale et en termes de gouvernance qu'un partenaire où il pense qu'il peut entrer dans une relation que par la suite, ça peut ne pas se terminer correctement ou mal. Donc pour moi, pour faire bref, c'est primordial parce que c'est un gage de viabilité de notre business et de notre rôle dans l'économie et le développement de l'économie. C'est l'occasion aujourd'hui de parler de la durabilité de l'assurance et de toutes les actions qui sont faites. Là, on a vu depuis tout à l'heure comment l'assurance peut jouer sur la durabilité, mais ça aussi, ça veut dire c'est un cercle vertueux qui se met en place et on va essayer de comprendre pourquoi c'est au cœur des préoccupations de l'industrie, enfin du secteur des assurances. Mr. Snyder, can you listen to me? Do you hear me? Yes, I can. Thank you. Yeah, so you're the second person from the United States today after Mrs. Susan Neely from Ackley, who was with us at the beginning of this afternoon. Thank you again for being with us. I would like the perspective of the U.S. Insurance industry. So, and talking about ESGs, what are the most important ESG developments in the U.S. right now? Well, thank you very much. Let me start by saying what an honor and pleasure it is to play a role in this conference. In our view, this is one of the most important conferences that are held each year, and it's a great regret that we're not here in person, and hope that in the future we'll be able to join everyone in person. So thank you to our hosts and everyone who is participating today. So it's been a very active several years in the United States. First of all, on the S part of the ESG or social development,
we realize that as a society, we have systemic issues which we must address, and recent issues have helped us do that. In the insurance context in particular, we need to diversify our employee base, recruiting and maintaining people of different races, nationalities, religions, and on and on and on. And so I think there's a concerted effort on the part of every element of the insurance industry to diversify our employee base. The second major issue regarding the S is to recognize that our practices may have an unintended negative impact on minorities and vulnerable communities. And so we're looking at ways to address those unintended impacts, but at the same time maintain, of course, the competition and solvency that are fundamental and risk-based pricing that are fundamental to the insurance mechanism. On the E, it's also been a very active time in the United States. We, of course, are a democracy, so our journey toward a less carbon-based economy sometimes is not always a straight line, but we do feel that we are making significant progress. There's focus, for example, on electrifying the transportation system, moving away from fossil fuels in the transportation system. We are, as an insurance industry, actively engaged with other stakeholders and key players about how to move through the transition to a less carbon-based economy in the United States. Just this week, for example, both our state regulators and the Securities and Exchange Commission have issued, in the case of the SEC, a proposal, in the case of our state regulators, an effort to provide more disclosures on climate-related issues on the part of the insurance industry. And finally, in the G, there's a general recognition that, of course, our fundamental role is to maintain our solvency and pay our claims when they're due, but insurance has long played a larger social role. And so it's important in the governance of our companies to make sure that we have, A, the diversity that our population is demanding, and secondly, the expertise in areas such as climate that are relevant to our business models and are fundamental to helping our larger society address the larger issues. So in conclusion, I would say this has been an extremely active time in the US. We are learning from what other jurisdictions are doing. We are making changes almost on a daily basis, but recognize in all of these areas that being a democracy, not everyone is thinking exactly the same way. And so we are making progress, and the direction, the arc of history, as you will, is, I think, now in a very positive way in the United States. Thank you very much for that question. Thank you. Well, Andreas, would like to ask a question about the motivation for ESG. I mean, we could say that it's obvious, but I would like to ask you this question. What are the key motivations for ESG, and what are the key interest groups for the insurance industry? Thank you very much. First of all, bonsoir to everybody. Nice meeting you. Nice to be here in Morocco again, and to attach with you personally and being here on stage, seeing many friends, clients, and partners after such a long time. By the way, we came here, my colleagues and I, carbon neutral, not because we were flying on a carpet, but because the company, my company, is actually compensating for the emissions. That's the first part of the answer, actually, that you're asking me. Thank you very much. Why ESG? I mean, it's obvious that we all see the writing on the wall, which is called climate change. It doesn't need me to tell you that I think it's no longer a question whether it's happening, but it's indeed happening. And that, again, is the second part of the answer. Everybody, obviously, is motivated and encouraged to act upon it in a private life, but also companies. When I refer to the insurance or reinsurance sector and my employer, my company, obviously, it's very important because on both sides of the balance sheet, if you want, on the asset side and the liability side, so liability side providing covers, there is a certain demand for
transformation in various countries. I think David mentioned some topics, new energies, new car, electric-driven, renewables, etc. Somebody needs to invest into it. And somebody has to provide security for the investors. And the somebody is you and us by providing protection for it. Nobody wants to invest into anything or something actually that he thinks he will lose. And of course, it's for the greater benefit of all of us. So providing cover, providing new and innovative covers, for example, renewables, power plants, hydrogen factories, etc., getting away from coal, managing this transformation. This is our role. This is why we are demanded. The asset side of the balance sheet that I was referring to, and that's maybe the other purpose, why we act, why we're called upon to act on ESG, and I'm actually referring to the E pretty much at the moment, to environmental issues, that is that the insurance industry in all economies is a significant investor in various aspects, in some government bonds, predominantly in many markets, but also in all sorts of actually attractive assets and investments, stocks, for example. By selecting on these investments, insurance companies and their respective funds play an important role to steer and drive the issue of change into the right direction. So we are actually the ones who can contribute a lot to managing and changing and contributing to the transformation that is apparently necessary. On a récupéré Jean Elia. Est-ce que vous m'entendez bien, Jean? Oui, je vous entends très bien. Super, on vous entend, donc on vous a récupéré pour notre plus grand plaisir. Merci d'être avec nous. On a réglé ce petit problème. Vous êtes le CEO de Sogelife. Vous, votre métier, c'est l'assurance vie. Et l'idée, c'est de comprendre aussi, particulièrement dans ce métier-là, dans l'assurance vie, qu'est-ce que ça signifie l'ESG? Oui, on a vu d'ailleurs même maintenant à l'instant que l'ESG ou la RSE de façon générale, c'est une affaire de tout le monde. Donc de nos partenaires, de nos clients, et donc forcément de nous, assureurs vie. D'autant plus que notre métier, comme le disait Taufik à l'instant, j'ai un peu entendu, donc c'est un métier de long terme, notamment dans la protection et la transmission de patrimoine. Donc, en ce qui concerne Sogelife, pardon, juste un petit problème technique. En ce qui concerne Sogelife, donc la RSE, elle est au cœur de sa stratégie. Donc, c'est notre volonté de créer de la valeur responsable collectivement, donc en co-création avec nos partenaires, avec nos collaborateurs, mais aussi avec nos clients, ainsi que toutes les parties prenantes, les stakeholders avec lesquels nous travaillons. Donc, par conséquent, les orientations stratégiques de Sogelife visent à ce qu'on devienne un assureur, un employeur et un investisseur encore plus responsable. Quand je parle d'assureur responsable, donc c'est un assureur qui dans toutes ses activités, donc, on intègre les critères ESG. C'est-à-dire, si quand on veut lancer un produit, voilà, on prend en compte les critères ESG. Est-ce que le produit qu'on va lancer répond à tous les critères? Oui et non. Donc ça, c'est le premier aspect, donc l'assureur responsable. Le deuxième aspect, c'est investisseur responsable. Cela veut dire donc promouvoir des solutions socialement responsables et des solutions solidaires, ça peut être. Voilà. Donc sur l'investissement, je vais y revenir dans quelques minutes. Et le troisième volet, donc, c'est employeur responsable. Donc, employeur responsable, c'est nous engager, mais aussi engager nos collaborateurs à ce que eux, en fait, aient un comportement responsable, mais aussi qu'ils soient des ambassadeurs pour la RSE, notamment, en fait, au travers la promotion de la qualité de vie au travail, de développer une culture de responsabilité, comme je disais, mais aussi une culture de diversité et d'inclusion. Et nous avons, comme vous le savez, obtenu un label qui s'appelle Entreprise socialement responsable, qui nous a été délivré par un organisme luxembourgeois qui s'appelle INDR. Donc c'est un organisme reconnu
mondialement. Donc cette récompense ou cette livraison de labels a un peu confirmé et validé que notre stratégie est une vraie stratégie responsable et voilà, donc on a été conforté par ce label. Alors, on reviendra, hein, parce que vous avez été labellisé votre entreprise, mais vous avez aussi des produits d'assurance vie 100% labellisés, 100% ISR, on y reviendra, et ça aussi c'est extrêmement important. Avant de vous poser la question, c'est sur faire, parce que c'est-à-dire la RSE, je vais prendre un parallèle un peu hasardeux, c'est un peu comme le bio, quoi. Hein. Si vous êtes bio sur une parcelle et que c'est pas bio à côté, c'est compliqué de. Donc c'est la notion d'écosystème, c'est la notion de partie prenante et de voir comment on fait en sorte que la RSE puisse être implémentée dans son environnement et avec toutes les parties prenantes. I will go back to David Snyder. I will ask you the same question that I asked to the former participant on the previous discussion. But I would like your perspective. So what is the role of how can insurers support sustainable development and building resilient societies? I would like your answer. We had perspectives formally, but I would like yours. Well, thank you very much. First of all, our role, whether it's sustainable development or day-to-day insurance activities, is fundamentally to understand our risks, to manage them, to maintain our solvency, and to serve our customers according to our contracts. So I always start with the fundamentals. The second major contribution we can make is through risk-based pricing, where we send critical signals about short-term and longer-term risk to our insureds. Either in terms of higher premiums to reflect greater risks, to send signals about those risks, or in some cases, regrettably, some things may be uninsurable. And if so, it's very important to send that signal as well, that there's something so wrong here that insurers are not able on an individual basis to put forward their capital. So fundamental, it seems to me, a contribution we can make is send critical signals about risk through risk-based pricing. The second major area is working with our policyholders, whether it's to provide safer motor vehicle trips on a daily basis or longer-term issues such as climate risk. We have critical interactions with our policyholders as individuals or businesses, nonprofits, or governments to share our information about risk and working with our policyholders to reduce that risk. A third major contribution is working with our partners in the broader economy and with government, sharing the information that we have and the modeling that we have. Insurers can't solve climate risk on our own. We do have a role to play, but we are not major polluters. And we need to work with governments and other sectors to move us through this transition and mitigating and adapting the risk as we go forward. So I see this very much as a partnership. It's sometimes talked about as, well, insurers can solve it all because it's a protection gap. Well, what it really is a prevention gap. And that we as insurers have a role to play in assisting the larger societies and our policyholders to better understand their risks. We can then move forward in helping them manage and finance those risks and working with a larger population. And frankly, upping our game in the area of mitigation and adaptation. And this is something we're doing more of in the United States. We've always talked about it. We've always provided information. But frankly, we're to the point where a greater focus on adaptation and mitigation is important for everyone, including insurers. And so we're working much more on how to design safer buildings, what code should be in place to protect wildlife areas and to prevent wildfires, and how to better withstand the impacts of convective storms and other natural catastrophes. So I see our role as multifaceted, but largely in the context of other stakeholders and governments playing their role as well. And when that partnership works well, there isn't a problem that we can't solve. Thank you. Thank you.
C'est sur faire, je reviens à la question que je voulais vous poser justement, c'est comment on arrive à prendre en compte tous ces facteurs ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance, dans toutes les parties prenantes à qui vous avez affaire. Donc, vous l'avez bien dit tout à l'heure, ça veut dire si on veut être bio, on ne peut pas être bio dans la production, mais il faut faire toute la chaîne, production, distribution, consommation. Je pense que la RSE ou la responsabilité sociétale environnementale, c'est la même logique. Aujourd'hui, on ne peut pas être assureur responsable ou un acteur responsable sans être avant tout employeur responsable ou même investisseur responsable. Et je vais aller dans le sens, tout à l'heure, Jean-Éliel a commencé à évoquer le point de dire qu'il faut vraiment se positionner en amont. Et je pense que le groupe Société Générale est là en logique de dire que la meilleure façon de faire les choses et d'être bien sûr que toutes les parties prenantes sont bien embarquées, c'est d'avoir une logique de RSE par design en natif, en amont. Je donne l'exemple concrètement, date aujourd'hui, c'est terminé le temps, on fait notre business et à la fin du mois, du trimestre, on commence à sortir des reportings, de regarder est-ce qu'on a a posteriori respecté des choses, les guidelines, les indicateurs. Là, date aujourd'hui, c'est vraiment en amont et c'est un élément de décision. Dans un contexte marocain, je prends juste l'illustration, date aujourd'hui, avant de conclure tout contrat de prestation ou de sous-traitance avec des partenaires externes, il est de notre droit et de notre obligation de s'assurer qu'au date aujourd'hui, ils sont vraiment à ce rôle d'employeur responsable, que leurs salariés, leurs collaborateurs, ils disposent de la couverture sociale nécessaire, qu'ils ont des conditions de travail acceptables. Donc, si ces critères-là ne sont pas à date aujourd'hui respectés, c'est de notre devoir et c'est ce qu'on pratique et ce que pratiquent aussi nos confrères. On n'entre pas en relation. Ce raisonnement-là aussi, on l'applique avec nos clients et nos partenaires. Ça nous arrive, date aujourd'hui, on n'est plus sur l'évaluation financière, mais nos partenaires, date aujourd'hui, la dimension RSE, c'est un élément clé dans leur choix de partenariat ou de synergie. Et aussi, ça peut être un élément de vraiment certains secteurs d'activité d'exclure, de dire qu'au date aujourd'hui... Know-how and expertise and our knowledge into science and modeling in order to then enable the insurance industry to provide and come up with the right products. And as I said earlier, also the political agenda to support the right moves, which in this case is slowly but surely moving away from coal and towards renewable energies. Jean, je peux revenir sur notamment le produit que vous avez proposé, un produit d'assurance vie qui est 100% ISR, qui a été labellisé LuxFlag, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Et en gros, voilà, en quoi un tel produit était important pour vous, comment ça fonctionne, et surtout, est-ce qu'il y a de l'appétence, est-ce qu'il y a de la demande de la part de la clientèle pour ce type de produit aujourd'hui? Oui, tout d'abord, si vous permettez, j'aimerais bien parler de comment, en fait, on est dans un business model très spécifique. Déjà, nous travaillons avec une clientèle particulière, à savoir la clientèle très fortunée, ce qu'on appelle les high net worth et les ultra high net worth individuals. Donc, ce modèle en fait, on travaille aussi avec un large réseau de distribution. Donc, on est en architecture ouverte, on a pas mal de distributeurs en Europe et on n'a pas un accès direct aux clients. Donc, pour passer un message aux clients, donc il faut passer par le distributeur ou par l'asset manager, donc le gestionnaire de la fortune ou du patrimoine du client. Donc, mais de par notre stratégie, pardon. On vous entend, allez-y. Donc, de par ce modèle, comme on ne fait pas de conseils aux clients, on devait adapter notre stratégie en la matière et notre démarche. Parce que on veut être promoteur, je l'ai dit à l'instant, donc on est des promoteurs, on veut que nos clients investissent dans des investissements responsables, mais on n'a pas la main dessus, on ne peut pas les obliger. Donc, ceci nous a ouvert la porte pour être pas seulement des promoteurs, mais aussi des influenceurs. Donc, des influenceurs, c'est ce qu'on regarde, comment on peut influencer la décision d'investissement
du client pour qu'elle soit plus durable. Il y a deux façons de faire. Le premier volet, donc, c'est justement développer une offre dédiée donc ISR, et c'est ce qu'on a fait. Mais je vais aussi, si vous permettez, peut-être j'anticipe la question, mais donc il y a un autre aspect où on peut pas seulement faire des offres, parce que c'est un peu notre métier de faire des propositions et des produits, mais aussi offrir des services additionnels qui vont dans ce sens, donc dans le sens de l'influence. Donc, comme par exemple, je donne un exemple, un rapport extra-financier, donc qui permet au client de mesurer l'alignement de son portefeuille. Donc, il a un portefeuille investi avec nous, mais et avec d'autres parties prenantes aussi. Donc, influencer l'alignement du portefeuille du client avec des thématiques de durabilité, de sustainability, et l'influencer donc pour qu'il soit lui-même, pour qu'il décide lui-même, tiens, il dit voilà, mon portefeuille n'est pas tout à fait aligné, j'aimerais bien aller plus sur cette thématique et qu'il soit lui-même aussi moteur de cette thématique. Donc voilà, c'est en ce qui concerne notre stratégie. Maintenant, si vous voulez, je peux répondre aussi aux produits. Donc, oui, absolument. Oui. Voilà pourquoi on a choisi d'avoir ce label LuxFlex. Donc, il émane de cette volonté d'influencer. Donc, on a développé un produit qui est 100% ISR. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire autre chose que des investissements socialement responsables. Donc, LuxFlex, c'est l'organisme qui labellise normalement des fonds d'investissement, qui dit que voilà, c'est un organisme reconnu sur le plan international, qui dit que voilà, cet investissement, il répond aux critères de durabilité. Voilà. Donc, et cette labellisation visait à, si vous voulez, à valider encore une fois notre démarche et nos convictions au travers donc les trois dimensions de l'ISR que vous connaissez, mais je peux les rappeler. Donc, un, c'est exclure, comme disaient mes collègues tout à l'heure, donc justement, exclure les investissements qui opèrent contre ce qu'on appelle la dignité humaine et la nature, donc comme par exemple le tabac ou les armes. Donc voilà. La deuxième dimension, c'est promouvoir les investissements dans les sociétés les mieux-disants sur les piliers ESG. Et toi, donc il y a aussi une dimension très importante, c'est s'engager sur des thématiques de conviction, comme la transition écologique, la transition énergétique ou l'impact social. Donc toutes ces dimensions, notre volonté a fait que nous avons opté pour la labellisation de notre produit par LuxFlex, qui s'appelle d'ailleurs Sogelife Positive Investment. Merci, Jean. Alors, c'est sur faire justement dans cette même veine, j'aimerais savoir comment les assureurs peuvent intégrer, on a eu un exemple hein, dans ce cas-là, peuvent intriquer les critères ESG dans les processus décisionnels en termes d'investissement et de souscription d'assurance, parce que c'est finalement ça aussi le cœur du sujet aujourd'hui. On a eu l'exemple aussi avec Jean-Elias sur ce produit-là. Merci pour la question. C'est très challenging et c'est une question qui nécessite un peu de temps pour répondre. Je vais essayer un peu d'être bref et je commence peut-être par l'aspect partie souscription qui n'est pas encore couvert jusqu'à maintenant. La politique de souscription, en fait, elle couvre plusieurs aspects. Tout à l'heure, le panel précédent, moi, je pense qu'ils ont déjà adressé un point. Déjà, ils ont adressé la notion de risque assurable, non assurable. Date aujourd'hui, dans les assureurs, ils ont pas mal évolué dans le contexte crise et poussé par la pandémie à aussi à revoir leur position par rapport à cette notion de risque non assurable. Il y avait des exemples qui étaient cités tout à l'heure sur la partie cybercriminalité. Il y avait d'autres éléments, par exemple tout ce qui est lié à la transition énergétique ou la problématique d'énergie. Donc, date aujourd'hui, ce premier élément-là, date aujourd'hui, il y a, on va dire, une pression dans ce sens-là et aussi des attentes à l'échelle mondiale et à l'échelle locale. Aussi, il y avait un autre élément qui est important et je crois aussi il était abordé par le représentant du régulateur américain, c'est la notion des exclusions. Une politique de souscription, là, on va prendre tout expert technicien derrière une offre ou une garantie et en fait un produit ou un service, il y a des garanties, il y a des exclusions rédigées en gras au Maroc pour que ce soit visible, mais on est certain que la plupart des clients ne font pas attention jusqu'au moment où ils sont confrontés à cette situation.
Je pense à l'exemple le plus qui illustre la situation, c'était par exemple dans les contrats d'assurance collectifs surtout, qui sont commercialisés depuis une vingtaine, trentaine d'années, et tout ce qui était pandémie, épidémie, c'était une évidence de les exclure. Là, la pandémie ou la Covid-19, elle a mis en difficulté tout le monde et les assureurs n'étaient pas en mesure de lever leur bouclier exclusion et dire on n'est pas concerné. Je pense que tout au début de la crise, on a vu des débats sur le marché français, je veux dire même sur le marché marocain. Il y avait tout un débat, mais à certains moments, on va dire tout le monde, il s'est rappelé qu'un assureur, il est là pour les moments durs et qu'un client qui l'a depuis 20 ans, 30 ans, c'est le moment d'assurer et de le prendre en charge. Donc je pense qu'il y a une vraie évolution sur la notion d'exclusion et je pense de plus en plus il y a une émergence de produits où les exclusions sont de plus en plus réduites et aussi il y a derrière une pression des régulateurs dans ce sens-là. Date aujourd'hui, et même la notion de risque assurable, exclusion, plus ou moins parfois ils sont liés et très intimement liés. Donc une fois ajouté ça, après il y a d'autres aspects. Par exemple, date aujourd'hui, je pense que ça a évolué même au Maroc. On va dire, avant on avait la notion de, on va dire, risque solvable, non solvable, ou population solvable ou non solvable. Les assureurs classiques que nous sommes, on avait tendance à adresser des clients, on va dire, solvables qui sont en mesure de prendre des couvertures d'assurance. Je pense que aussi cette situation évolue. Et au Maroc, si on prend la stratégie nationale d'inclusion financière et la vocation à faire évoluer ces pratiques, il pousse, il a donné un coup d'accélérateur à la notion de microassurance. Il y a 10 ans, 15 ans, un assureur classique, la microassurance, ce n'est pas son affaire et ce n'est pas un business auquel il s'intéresse. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a 10 ans, nous, la Marocain Vie, on a lancé le premier partenariat microassurance avec une association de femmes à Fès qui font textile. Et à l'époque, c'était un peu, ouais, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est des petites primes, vraiment, ça ne couvre même pas les coûts de gestion. Et c'était bien évidemment, la logique, c'est pas de rentabiliser ce business, mais là, moi, je suis quand même ravi de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs marocains qui ont changé de conviction et depuis 2-3 ans, de plus en plus, on voit l'émergence de ce genre d'offres sur la partie microassurance et même d'aller vers la population, on va dire, démunie pour mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour se protéger. Aussi, dans la notion de population, on va dire pas solvable, est-ce qu'il est vraiment... Ce matin, dans l'introduction, il y avait le directeur général de la CNSS, il a bien donné l'illustration, c'est les travailleurs non salariés. On date aujourd'hui, le secteur d'assurance, on a un rôle sur ce sujet-là. On va dire, on avait une assurance collective qui couvre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, mais des 2 tiers de la population, il n'y avait pas de couverture. Et il y avait peu d'offres. La Marocain Vie faisait partie, je crois, de 2-3 acteurs et on était initiateur de lancer une offre pour les assureurs individuels. On est ravis aussi de voir qu'il y a d'autres acteurs qui se rejoignent à nous, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était quasiment pas possible à cette population de trouver une couverture adaptée. Ça veut dire que ce n'est même pas un sujet de prix ou de tarif, c'était un sujet de disponibilité de l'offre. Et là aussi, dans notre politique de souscription et le politique de souscription des assureurs, il commence à évoluer, on commence à avoir un peu plus large, à raisonner global, pas par tranche de population. On est plus sur la logique de segmentation, mais plutôt, on est dans un pays, on a un devoir de citoyenneté aussi, de citoyenneté. Donc derrière, il faut pousser le modèle assurant jusqu'à ses limites. On vous parle de la mutualisation des risques. Donc la mutualisation des risques, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs niveaux, plusieurs strates, mais vraiment un assureur responsable, c'est l'assureur qui accepte d'aller dire la mutualisation, c'est toute population confondue, toute cible confondue, mais pas d'une manière un peu sélective par segment de la population. Après aussi, moi je peux aussi, tout à l'heure mais je pense qu'on va l'évoquer aussi, nous en tant qu'acteurs, on va dire qu'on est très consommateurs de papier. Oui. Et on va dire la digitalisation et même la dématérialisation, même on va dire la gestion électronique de demande, sans arriver à la digitalisation, déjà la numérisation, c'est un sujet et un levier. Aujourd'hui, tous les acteurs, et nous on a fait l'expérience, on a poussé au bout la notion de digitalisation et juste à titre d'exemple, en digitalisant certains process de souscription, genre la santé ou des produits épargne,
Nous, on a des mesures derrière, on regarde, et l'objectif derrière de réduire notre empreinte carbone, quand même les impacts sont significatifs. Certes, il y a un sujet business derrière, on veut améliorer l'expérience client, on veut fidéliser les clients, mais quand on fait les impacts en termes d'écologie, de réduction d'empreinte carbone, quand même, elle est assez significative. Et si on prend ce raisonnement-là aussi pour ce matin, j'entends par exemple la CNSS, il va traiter 90 000 dossiers par jour. S'il y a 3, 4, 5, 10 pages par dossier, vous imaginez demain en dématérialisation. Vous êtes gentil, hein, 3, 4, vous êtes gentil avec 3, 4, 5 pages. Hein. Ça, dans tous les cas moyens, dans tous les cas, on regarde quand même sur des actions parfois qui sont anodines, derrière quel est l'impact. Donc ça veut dire nous aussi, on doit réfléchir autrement. Je prends le process de déclaration de sinistre aussi. C'est pas de la politique souscription, mais aussi c'est la politique de gestion de sinistre. Date aujourd'hui, le marché, et pas que le marché marocain, il est resté campé sur une logique. Je dois avoir des dossiers physiques, des originaux, tout ça, parce que toujours on part du principe qu'il y aura de la fraude. Et il y a de la fraude, c'est une réalité. Mais c'est là aussi c'est important qu'il y ait un écosystème qui est un peu vertueux. Oui, si vous avez des agents, des courtiers qui soient eux aussi digitalisés pour permettre d'avancer. Dans le bénéfice de doute à tout le monde, et là on commence à expérimenter ça. C'est demain on passe à la dématérialisation et aussi on a fait l'expérience sur la partie santé. Honnêtement, date aujourd'hui, quand j'avais 80-90% de déclarations de sinistres santé d'une manière dématérialisée pendant la période de Covid, moi date aujourd'hui. Moi, les équipes n'ont pas identifié des cas de fraude flagrants, tout ça date aujourd'hui. En faisant un pas, en instaurant la confiance, en instaurant un peu cet esprit plus ou moins responsable à tous les niveaux, il y a moyen de faire. Demain, vraiment au Maroc, si on arrive à supprimer le papier, à dématérialiser le maximum, je ne parle pas que digitalisation, mais déjà commençons par dématérialiser, passons un peu au numérique. Vraiment, il y a tout un rôle à jouer par rapport à ça. Sur notre rôle en tant qu'investisseur, je pense que Jean-Elia il a déjà abordé le sujet. Sur le marché marocain, on voit de plus en plus d'acteurs se positionner sur ça. Maintenant, il faut se dire aussi la vérité, c'est qu'on ait plus ou moins des possibilités limitées. Demain, je vais être un investisseur socialement responsable. C'est une volonté et même je pense que c'est une orientation de groupe. Date aujourd'hui, on essaie de le faire, mais date aujourd'hui, vu la nature de notre écosystème et la profondeur de notre marché de capitaux, on reste un peu limité, mais c'est une réalité. Et je conclue juste par que je donne un exemple aussi où il faut jouer sur les synergies. Pour nos contrats en unité de compte, date aujourd'hui, on commercialise un produit en unité de compte. On travaille un partenaire qui est une filiale du groupe Société Générale Maroc Sujet Capital Gestion. Et donc, on était ravis qu'il y a 1 an et demi. Et c'est inscrit dans cette logique ICER qu'il a signé les signataires du principe international de responsabilité. Et date aujourd'hui, en travaillant un partenaire comme Sujet Capital Gestion, on va dire on a gagné un élément, on a gagné un peu une bataille, c'est que tous nos contrats en unité de compte, et on a 7 supports, 7 PCVM, ils sont labellisés ICR. Donc moi je pense que de plus en plus d'acteurs ils vont se mettre et prendre au sérieux ce sujet-là. De plus en plus, on va quand même tous ensemble aller évoluer vers un environnement plus vertueux et plus socialement responsable. Merci Soufer. And finally, to end this panel, we'll ask a question today to David Snyder. Just to know how can local and international supervisory standards can help local and international insurers or reinsurers support sustainability. We've talked about regulators and supervisors. How can they help sustainability? Well, there's some fundamentals about a insurance supervisory system that encourages companies to invest their capital in the market. The first is that the supervisory system be transparent, that it be predictable, that it give a full opportunity for insurance companies, both domestic and internationally, to play in the market. Secondly, a supervisory system that supports and allows innovation in products, as was mentioned earlier. A third area, more specific to
ESG is, and frankly, other issues, is global consistency for global insurance companies, combined with mutual recognition among supervisors so you don't have to do the same thing multiple times, or worse yet, do the same thing differently, even though it's for the same purpose. It's fundamental that insurance companies be able to operate in the market, be able to access data and use data in order to pursue their appropriate and necessary insurance functions. Especially with regard to ESG, partnership with regulators. I often think of the regulatory or supervisory system in the insurance market as two sides of the same coin. You simply can't have one without the other. So getting that partnership working in a way that I've indicated is fundamental. But especially in larger social issues, larger civil issues, if you will, such as climate change, it's critically important for supervisors to work with us to engage other stakeholders, other economic sectors, and other elements of government, so that there's a better understanding of the role that we can play, what can they do to assist that role, and frankly, what are their roles in addressing the ESG issues along with insurance companies. So I see it was mentioned earlier, there's a huge opportunity here to do good for society, but you need a supervisory system that makes it attractive and possible for insurance companies to operate and, yes, make money in a given market, so that they can be encouraged to provide the know-how, the data, the capital that can assist the society make important transitions in the case of climate, but also address and help society address social inequities that are destabilizing as well. So I hope that sort of provided the context. There are some fundamentals, regardless of the issue, that a supervisory system can do to encourage as much insurance activity as possible. And then there's some additional specific things in the topics that we're talking about, opportunities, if you will, for supervisors and insurers to work together to truly address some of these long-standing fundamental issues and challenges for all of us, whether we're in a developed market or a less developed market. And finally, international supervisory cooperation to encourage open markets and to encourage a consistency of supervisory standards for global insurers. And thank you for this question as well. Thank you, David, for being with us. Je vous remercie tous. Merci, Jean. Merci, Andrea. Thank you, Andreas. Merci. C'est toujours faire d'avoir été avec nous.